continue. Oui, c'est la transformation des époques qui forment l'histoire. Et alors c'est ça veut dire que, mais là il faudrait être plus explicite, parce que personne n'a rien que présent à l'esprit, ni ce que tu as dit un petit peu plus haut. Tu veux dire qu'il y a une division de l'histoire par époque, mais que par exemple, on la trouve chez Rank qui divise l'histoire par des époques. Des époques comprennent quoi? Je veux dire, époque, on veut dire l'époque, par exemple, dans Ancien Régime, temps moderne, Antiquité, c'est ça? Oui, les époques sont des grands réservoirs sont les grands réservoirs du passé. Ah bon? Oui, c'est où l'on sépare l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc., etc. C'est ça. Et, donc, les diagrammes, comme l'iceberg, se transforment à chaque instant. Et Deleuze dit qu'il n'est pas sujet de l'histoire. Ah ben c'est lui qui écrit ça, Deleuze. Ah mais je n'ai pas le texte de Deleuze. 43. Tu l'as pas. Ah, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ah ben si je lis ce texte, justement, on peut bien voir ce qu'il dit. In extenso, alors. C'est page 43. Où il le met, ce diagramme? Dans son... C'est à la fin. Le diagramme, non, il n'y est pas. Non, c'est à la fin. Les diagrammes se trouvent à la fin. Mais toi, tu as mis le Foucault par ici, par 43, donc c'est pas une bonne page. Oui, c'est ça, attendez. Toute société. Ah si, c'est ça, tu mets ça. Toute société. Ah, il aurait fallu voir ça. Un autre diagramme. Il reprend cette idée de diagramme. D'ailleurs, cette idée de diagramme ne vient pas de là. Elle avait été prise dans 1000 plateaux, où on voit également diagramme. Et c'est mis en rapport également cette idée de diagramme avec l'idée de machine abstraite. C'est très complexe chez Guattari, cette idée de où je parle, regardez là-dedans. Si vous voulez, mais non, le diagramme, c'est ça, n'est plus l'archive. Ah ben justement, c'est marrant, là, il faudrait une leçon pour expliquer chaque mot quasiment. Parce que c'est quelque chose qui renvoie à l'ensemble de la conception de... Ah, voilà, il y a quelque chose qui est plus clair parce que tout le monde a plus ou moins présent cela à l'esprit, parce qu'il prend, c'est dans son Foucault, il prend un exemple relatif à l'histoire de la folie, mais une autre à surveiller et punir, en prenant en particulier chez Foucault cette grande image, appelons-la comme ça dans le vague, faute d'autres terminologies, du panoptisme, c'est-à-dire qui est emprunté au panoptique de Bentham, et qui est de la mise en surveillance du fait que tout est visible dans une société, grande idée d'ailleurs, puisque on peut dire qu'elle n'a cessé de commander toutes les sociétés modernes jusqu'à nous, et qu'elle n'a fait que s'amplifier, puisque l'idée d'une visibilité intégrale de tout individu à tout moment de sa journée et partout où il est, c'est l'idée du panoptisme, et il ne fait que qu'elle s'amplifie dans des perspectives, qu'elles soient réactionnaires ou qu'elles soient au contraire progressistes contemporaines. C'est-à-dire qu'il faut que rigoureusement tout passe sous la visibilité, donc c'est bien le panoptisme. Alors il dit, donc c'est bien quelque chose là qui appartient dans l'ensemble, comment l'appellera-t-on ça, de l'histoire, soit dispositif, soit agencement, on peut utiliser l'un et l'autre mot. Le mot agencement est deleuzien et guattarien, le mot dispositif est foucaldien. Donc on peut utiliser l'un et l'autre, ça se renvoie, c'est ça. Donc
il y a dans l'histoire, et ce qui rend la lecture de l'histoire différente, évidemment, de ce qu'elle peut être, et permet de découvrir des choses qu'on peut ne pas avoir découvertes dans l'histoire de la folie, par exemple, ou l'histoire de la punition et de la surveillance, qui n'a jamais fait appel à des historiens, ni de nature Michelet, ni de nature Rank, ni quoi que ce soit, jusqu'à Foucault. Donc c'est une révolution et une découverte dans l'histoire de choses nouvelles. Quand Foucault définit le panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique, etc., etc., tantôt il le détermine abstraitement comme une... C'est ça qu'il appelle machine abstraite. Que Deleuze appelle machine abstraite. C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de confrontation entre des concepts différents mais concordants de Foucault et de Deleuze là-dedans. C'est à la page 41, dans le chapitre qui s'appelle « Un nouveau cartographe ». Le chapitre précédent s'appelait « Un nouvel archiviste », donc c'était bien une façon nouvelle de concevoir justement le document archive et une nouvelle façon de cartographier dans le langage deleuzien l'histoire, c'est-à-dire de faire que ça se transforme dans la définition, la détermination de régions. Tantôt il le détermine abstraitement comme une machine qui non seulement s'applique à une matière visible, caserne, école, hôpital, prison, mais aussi à toutes les fonctions énonçables. La formule abstraite du panoptisme n'est donc plus voir sans être vu, mais imposer une conduite quelconque à une multiplicité humaine quelconque. Donc on voit effectivement quelle est l'articulation qu'il peut y avoir entre des fonctions, des pratiques et des dispositifs quasiment spatiaux. Je lis, c'est plus rapide, dans une certaine mesure, de lire que de commenter. Avant, on précise seulement que la multiplicité considérée doit être réduite, prise dans un espace restreint, et que l'imposition d'une conduite se fait pour répartition dans l'espace. Là, c'est un petit peu long. Peut-être je voulais passer à cette page que tu cites, etc., etc. Attends une seconde, c'est ça. Comment alors appeler cette nouvelle dimension informelle? Foucault lui donne son nom le plus précis, c'est un diagramme. Donc le mot de diagramme se trouverait effectivement chez Foucault. Croyez-moi personnellement qu'il était chez Guattari et Deleuze. Mais c'est les deux en même temps au fond. C'est-à-dire un fonctionnement abstrait de tout obstacle ou frottement et qu'on doit détacher de tout usage spécifique. Le diagramme, ce n'est pas l'archive, ce n'est plus l'archive auditive ou visuelle, c'est la carte, la cartographie coextensive à tout changement, à tout champ social. C'est une machine abstraite. C'est Deleuze qui écrit ça. Se définissant par des fonctions et des matières informelles, elle ignore toute distinction de forme entre un contenu et une expression, mais ça, là c'est un petit peu plus différent de ce qu'on voulait dire, quoique c'est important malgré tout. Mais il faut que je passe à cela. Toute société a son ou ses diagrammes. Sous ce d'opérer sur des séries bien déterminées, Foucault ne s'est jamais intéressé directement aux sociétés dites primitives, etc., etc. Bon, alors il passe à ce que tu avais cité. Les alliances, bon, c'est les sociétés primitives tout seul. Ah ben oui, mais ça c'est aussi... Ah c'est ça. Bon, à propos des phénomènes de pouvoir.
On n'en conclura pas que la conception du pouvoir chez Foucault convient particulièrement aux sociétés primitives dont il ne parle pas, mais plutôt aux sociétés, que les sociétés modernes dont il parle développent des diagrammes qui exposent leur rapport de force ou leur stratégie spécifique. En fait, il y a toujours lieu de chercher sous les grands ensembles, lignages primitifs ou institutions modernes, les micro-rapports qui n'en découlent pas, mais les composent au contraire. Mais, je ne vois pas ici passer. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme? C'est l'exposition des rapports de force qui constituent le pouvoir, d'après les caractères analysés précédemment. Alors, on revient au panoptique. Là, vous voyez, j'ai coupé de façon à avoir un texte uniforme et uniquement autour de ce type, sinon c'est beaucoup plus complexe. Dans le texte, il faudrait que vous revoyiez cela entre la page 40 et 45. Dans le Foucault de Deleuze, qu'est-ce qu'un diagramme? C'est l'exposition des rapports de force qui constituent le pouvoir, d'après les caractères analysés précédemment. Le dispositif, c'est une citation de Foucault, ça, après ce que je viens de dire. Guillemets, le dispositif panoptique n'est pas simplement une charnière, un échangeur entre un mécanisme de pouvoir et une fonction, c'est une manière de faire fonctionner des relations de pouvoir dans une fonction et une fonction par ces relations de pouvoir. C'est une citation, ça, de Foucault, dans Surveiller et punir, page 208. Vous voyez, on n'a jamais fini de lire ces textes. De toute façon, des textes de ce genre, là aussi, sont rares, et on ne peut jamais dire qu'on les a lus. Il faut toujours y revenir, parce qu'on découvre toujours des choses nouvelles. Donc, il faut les avoir toujours sous la main. Nous avons vu que les rapports de force ou de pouvoir étaient microphysiques, stratégiques, multiponctuels, diffus, qu'ils déterminaient des singularités, constituaient des fonctions pures, mais je ne vois pas du tout là arriver cette division par époque. On voit, parce que là, je pourrais dire indéfiniment, c'est autour de ça. Mais enfin, ça nous permet de voir qu'on peut donner le sens à cette idée de diagramme en relation avec l'idée de machine abstraite, avec l'idée de dispositif, qui sont des choses qui se trouvent chez les uns et chez les autres, et qui font appel surtout à des rapports de force. C'est ça. Le diagramme qui a cité toi, le diagramme n'est pas un sujet de l'histoire, il fait l'histoire. Oui, c'est ça. Au fond, si l'on étudie à ce moment-là l'histoire de ce point de vue-là, on verra bien qu'il y a d'une façon sous-jacente ces rapports de force constitutifs d'ailleurs, qui font justement dans ce fameux iceberg de la partie cachée qui va émerger sous la forme de dispositions particulières. Dans le cas du panoptique est bien choisi parce qu'il est très réversible et simple, puisqu'on peut le retourner en prison, école, etc., caserne, ou alors des rapports de discipline. Mais on peut en trouver d'autres. Bon, je te rends la parole. Excuse-moi, je te rends la parole. Oui. Diagramme, ça vient de quelle discipline? Que le diagramme est quoi? C'est une notion qui vient d'une autre discipline ou... Je n'ai pas saisi, mais... Non, mais effectivement, il aurait été... Si le diagramme est dérivé dans discipline. De? Dans discipline.
Une autre discipline. Une autre discipline. La thématique choisie. Le mot diagramme. C'est le nom, c'est ce que vous avez dit qui ne parvient pas à mon oreille, sous la forme de simplement mots. Le diagramme. Par rapport à la thématique. Je me demande si le diagramme vient d'une autre discipline. Ah, où c'est qu'il a pris ce mot diagramme? C'est le linguiste Peirce qui utilise ce mot de diagramme, je ne sais pas où. Je ne sais pas d'un non plus pourquoi, pour expliquer quoi. Mais c'est là, je crois, que le mot est emprunté. C'est expliqué dans un passage de Mille Plateaux. Je ne sais plus comment ça peut se trouver, mais je vois qu'il y a non, je n'ai pas de chance. Il y a l'apparition de ce mot de diagramme qui, pour des raisons qui sont expliquées ici, va être lié à ce mot de machine, de sorte que ces mots de machine qui est utilisé dans l'anti-Oedipe va être progressivement mis un petit peu à l'écart. Il ne réapparaît plus dans Mille Plateaux sous cette forme de machine désirante. Mais on va parler de diagramme, ce qui paraît curieux d'ailleurs de parler de machine et de diagramme, mais on voit qu'il y a le passage de l'un à l'autre, justement à propos de ces fonctions dont parle Foucault du panoptique, qui peut fort bien être sous la forme matérielle, la construction d'une maison, d'une prison avec un dispositif architectural rayonnant qui permet, tout au moins théoriquement, d'apercevoir d'une tour centrale tout ce qui se passe partout, un petit peu d'ailleurs comme les caméras invisibles, qui sont des panoptiques bien mieux réussis d'ailleurs que le panoptique de Bentall, ou alors qui correspond diagrammatiquement, c'était une sorte de transformation abstraite qui est compréhensible en un dispositif de pouvoir, puisque cette machine n'a de sens que mise en relation avec la fonction de surveillance et de contrôle généralisé. Donc c'est là, mais je crois que ça vient d'un texte de Peirce, dans je ne sais qui est un sémiologue, un linguiste logicien auquel Deleuze et Guattari font très souvent référence, et qui a parlé quelque part de diagramme. Je ne sais pas si ces œuvres existent et sont traduites en français. Peut-être qu'elles le sont maintenant. À l'époque, elles ne l'étaient pas. Elles sont restées très très longtemps connues, mais utilisées uniquement dans la langue originale parce qu'elles n'avaient pas été traduites. Mais peut-être qu'elles le sont maintenant. Il faudrait regarder, je n'en suis pas préoccupé. Bon, excusez-moi, je n'avais pas entendu ce que vous vouliez demander. Maintenant, c'est un mot qui, chez Peirce, vient certainement du langage mathématique en général, parce que c'est les mathématiciens qui utilisent ce mot de diagramme. Le diagramme, c'est une mise en relation, c'est ça, de choses, c'est une sorte d'équation, un diagramme, c'est une formule. Oui. Le dessin. C'est un diagramme, la représentation d'une courbe est un diagramme, une parabole par exemple qui montre une variation d'une équation du second degré, c'est un diagramme. Vous faites le diagramme, mettons, c'est ça, si vous faites une variation d'une longueur en fonction d'une autre, vous établissez par le graphisme un diagramme, dans une cartographie des lignes de carte. Ou de courbes, des courbes de niveau, tout ça, ce sont bien des diagrammes. Comment définit-on le diagramme dans le dictionnaire? Je ne sais pas, je dirais c'est une représentation, c'est une traduction abstraite, une traduction formelle de propriétés, de lignes, ou de
plan, ou des choses comme ça. Bon, il vient d'un mot grec. Dia, c'est ça. Dia, c'est quelque chose qui grammi, c'est la ligne. Qui lit, et comment tu le traduirais, toi, diagrammatos, c'est quelque chose qui parcourt, qui relie une chose à une autre, c'est ça. Bien. Qui met en relation, qui mise en relation. Oui, c'est ce nom du mot grammé. Grammé. C'est le mot grammi en grec qui signifie la ligne. C'est ça. Et le dia exprime la relation, il exprime c'est un peu comme le trans. Oui, c'est quelque chose qui s'explique à travers. C'est ça, c'est un à travers. Bon, merci. Alors, je ne t'interromps pas. Il est 4 heures. Il est simplement 4h25. Jusqu'à 5 heures, je ne t'interromps pas. Je vais coudre la bouche en dégustant des pastilles. Pour les gens qui veulent en prendre, vous en voulez? Le diagramme exclut ainsi tous les acteurs censés majeurs de la fiction rankienne, les absolus, les grandes personnalités qui gouvernent l'État, etc. Il dénonce aussi l'unité, le plan, les continuités. Il contient des dispositifs, mais il n'en a pas un. Je parle malgré tout parce qu'effectivement, vous n'avez pas lu ta ligne. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire si tu fais intervenir ici le diagramme, c'est parce que. Et Rank, qui n'est pas, je crois, mentionné par Deleuze, c'est que chez Rank, évidemment, chez Rank, comme c'est une vision théocratique en quelque sorte, ou alors à la manière hegelienne du déroulement d'un concept, il y a quelque chose qui, au fond, est un principe d'unité, un principe de vision, de savoir absolu. C'est comme s'il y a un spectateur qui se met à l'intérieur ou à l'extérieur, je dire, d'un phénomène qui se déroule. De sorte que l'historien se fait en quelque sorte le spectateur absolu de la vérité des époques, des périodes historiques. Tandis qu'avec le diagramme, il n'y a plus de sujet spectateur, c'est ça. Il n'y a plus de sujet absolu, il n'y a plus de référent absolu et il n'y a plus d'unité non plus de sens, puisqu'on ne peut plus dire que l'histoire est orientée vers un but ou dirigée par un Dieu. C'est pas tellement rare, ce serait Bossuet dans son histoire universelle qui a fait une histoire théocratique, mais il est possible que Rank ne soit pas non plus étranger à l'histoire théocratique de Bossuet. Maintenant, il y avait d'autres historiens qui avaient des vues un petit peu différentes, comme Vico, par exemple, qui a des vues qui ne sont pas exactement semblables à ce théocratique, et dont on n'a pas l'air de faire état. Donc il faudrait, si tu faisais quelque chose sur l'histoire, et surtout avec Navet, qui était un grand spécialiste justement de cette histoire de Jean-Baptiste Vico, il faudrait que tu n'oublies pas Vico dans l'histoire, parce qu'il est très influent et très important, et il a eu une très grande importance sur Balance en France, donc ce n'est pas du tout quelqu'un de négligeable. Et sa vision n'est pas quand même exactement la même chose, donc c'est très schématisé que de schématiser tout cela sous un rapport unilatéral entre Rank. Là, c'est un peu priver l'histoire, on pourrait dire, de sa diversité quand même, parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait une confrontation entre une histoire uniquement vue de cette manière et l'histoire vue à la manière de Foucault et de Deleuze.
Donc tiennent en garde justement de ne pas passer ces intermédiaires si par hasard tu développes la philosophie relative à l'histoire. Alors je t'écoute. Oui, Vico derrière, avec son histoire, renvoie au futur quelque part, parce qu'il pense à l'humanité, en concept d'humanité. Comme le souligne Deleuze, le diagramme contient d'une part des visibilités et d'autre part des annonçables. C'est les strates différents qui se séparent par la langue, entre guillemets. Il faut que tu expliques ce diagramme. On l'a soulagé, parce que là, il faut que tu te reportes. Il faut que tu reportes ce que tu écris à ce que l'on voit pour qu'on s'y reconnaisse. Oui. Deleuze pose autour de ces plis qui est présenté par le numéro 4, pli, zone de subjectivation, des autres choses qui sont mentionnées numéro 3. Il s'agit d'une part des annonçables et d'autre part des visibilités. Oui, mais il faudrait bien, c'est ça. Il faudrait essayer de voir comment il a procédé. Oui. On voit. Attends, je vais essayer de voir. Oula, je me suis aperçu comment ça peut être fait. Là, il y a beaucoup trop de choses. Comment as-tu pu procéder pour faire ce diagramme? Admettons effectivement qu'il commence par cette ligne qui fait en pli. Alors il y a cette ligne 1, bon pourquoi elle se plie? Elle se plie pas, mais c'est ça. Donc mettons qu'elle se plie. Mais elle se plie, alors elle se plie, mais en même temps, elle fait une sorte d'aubergine. Donc il y aurait ça. Alors là, il y aurait, c'est ça, c'est ça. Il y aurait une ligne du dehors. Et 4 plis, zone de subjectivation. C'est ça. C'est le dehors. Ça, c'est le dehors. Et alors tu dis que c'est dans le dehors qu'il y a une part. Les visibilités. Alors où sont les visibilités? C'est là, cette part de là. Mais là, il faudrait que tu parles d'ici. Mais ce sont ces trucs-là qui sont tout à fait hétérogènes. Parce que là j'essaie de faire, si tu veux, de voir, efface tout ça, c'est ça. Là, on voit au début la ligne du dehors, c'est ça. C'est ça. Alors ça serait c'est énonçable ou visibilité? Non. Ligne du dehors. Non. L'annonçable et le visible se trouve ici et là. Où? Ici. À mon avis. Une part, les divisibilités, d'autre part, les énonçables. C'est-à-dire ce qu'on voit et ce qu'on entend. La séparation entre ces deux éléments, analysée dans les mots et les choses, on peut saisir les visibilités. Est-ce qu'il explique, lui de l'œil, comment il ne l'explique pas comme il l'a mis, ou c'est qu'il est ce fameux diagramme? Il l'explique, mais c'est pas très clair. C'est qu'il est? Oui, je vais le trouver. Et il faut que ça soit clair. Mais c'est pas très clair. Il a bien fait en se référant à quelque chose. L'œuvre de Foucault, oui, il le met pas d'ailleurs, comme on le dit. Il met ce diagramme, là, voilà, c'est au haut.
Oui. Attends. Le monde. Jean-François, mais il n'explique pas comment il dit pas, je vais essayer de le faire. Ah, je dis ça, il n'explique pas comment il a fait. Il faudrait une ici. Donc, bien sûr. Comment il explique? Où c'est qu'il commence? C'est pas tout à fait clair. J'ai une proposition. J'ai une proposition, je peux proposer quelque chose. C'est le dehors. C'est ce que Jean-Rousseau appelait la passion du dehors. Au secours! Une force qui ne tend vers le dehors, que parce que le dehors lui-même est devenu l'intimité, l'intrusion. Alors on verrait. Je reviens toujours à cette seule chose que je vois d'une façon relativement claire dans ce diagramme, c'est ce pli qui n'en est pas un à proprement parler, puisque c'est plutôt une sorte d'entrecroisement, enfin qu'on peut considérer comme un pli. On voit bien comment le dehors entre dans le dedans, c'est-à-dire que ce 1 devient une partie du 4, et puis il ressort au moment où il y a le pli. Et de ce pli, on voit jaillir, il dessine dessus des petits points au-dessus du pli, on voit jaillir ce qu'il appellerait des singularités, des turbulences, une zone de turbulence, une bataille. Il s'agit des points singuliers, on voit bien des points, alors il faudrait mettre des points, tu mets les points là, en haut, là-dedans, c'est ça. On verrait ça. Mais ensuite, c'est le reste qui est difficile à saisir. J'ai quelque chose à proposer. Alors, mais comment pourrait-on raconter la grande fusion de Foucault? Ah, c'est peut-être là qu'il est, parce que s'il dit pourquoi, comment pourrait-on raconter, c'est là où il va dessiner, oui. Excuse-moi, je voulais proposer quelque chose. Je suis sur le point de créer un comité de soutien pour Constantin qui essaye depuis 1 heure de lire ces 4 pages et qui ne peut pas les lire. Mais c'est pas grave. On aimerait bien les entendre puisqu'il ne se défend pas lui-même. Je le m'interdis. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y, dis encore quelque chose. Ça explique au fil. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'il s'agit d'une présentation. Et bien alors, revenons, on reviendra. Je regarde pendant ce temps-là, continue, c'est clair. Oui, mais elle a raison. Elle a raison. Défends ton truc, thèse. Défends ce que tu as dit. C'est pas une thèse. Je me trouve dans le laboratoire, disons, à ce moment, pour que je puisse voir si cela marche ou pas. Donc, défends-le. Vas-y alors, vas-y. Non, on reviendra là dans un dialogue tout à l'heure. Oui. avec René, avec. Continue, on y reviendra tout à l'heure. Oui, tu as raison, continue, on y reviendra tout à l'heure. Qu'en était là, oui. Qu'en était là, le diagramme contredit l'époque est une matière, il contient des dispositifs, mais n'en est pas un, c'était ça. Oui, c'était ça. À mon avis, Deleuze pense à ces 2 substances qui est la lumière et la langue, c'est-à-dire les visibles, l'annonçable, et que l'on pourrait situer à ces 2 trucs qui sont représentés dans les numéros, avec le numéro 3. Donc, à mon avis, l'annonçable et le visible est séparé clairement par le pli. Mais on ne peut pas dire que, d'une part,
c'est le visible et d'autre part c'est l'énonçable parce que moi je conçois plutôt ces schémas en tant que sphère. C'est évident que dans un diagramme de cet ordre, c'est pas un certain endroit, c'est pas une orientation claire, mais c'est une sphère. C'est un diagramme des forces, et les forces ne peuvent pas être encloisonnées quelque part. Il y a un mouvement perpétuel. Mais quand même, je propose celle-là. C'est-à-dire, le numéro 3, d'une part et d'une autre, renvoie à ces deux éléments. La séparation entre ces deux éléments analysés dans les mots et les choses montre clairement qu'il n'y a pas de relation stable entre ce que l'on voit et ce que l'on dit. Dans le tableau La Méninas de Velázquez, l'ensemble évoqué par Foucault, on ne voit la reine et le roi que dans le miroir à l'arrière-plan. Mais la hiérarchie y est évidente. Le pouvoir circule partout. En somme, on dirait que les rapports de force sont plus compliqués qu'on ne les voit ou qu'on les suppose. Le diagramme de Foucault est justement un tableau vivant de ces rapports. Donc, j'ai proposé ces tableaux, évoqués d'ailleurs par Foucault dans l'introduction des mots et des choses, qui nous montrent clairement, ou presque clairement, la circulation du pouvoir et un renversement des perspectives. Dans le miroir, c'est le roi et la reine qui devaient être le sujet, le thème principal d'un tableau à l'époque de Velázquez. Mais Velázquez renverse les choses. Il montre le peintre, il montre aussi un chien, il montre d'autres personnes, et il montre bien clairement le dos de ces tableaux, mais les rois et la reine se sont posés à l'arrière-plan. Et aussi, il est important d'ajouter que dans ces tableaux, on voit d'autres tableaux. Foucault, dans son introduction des mots et des choses, on a fondé son argumentation sur la circulation du pouvoir, justement sur ces tableaux. Qui est un tableau vivant, comme ou bien un tableau qui n'est pas achevé. Non, il y a un mot dans l'histoire d'art, non finito. On voit bien que le peintre est en train d'achever son œuvre. Ainsi, ces dispositifs correspondent-ils mieux aux strates dans le diagramme? En effet, les strates renvoient à des entités visibles ou lisibles, formant des positivités, sortes d'archives, d'ensemble de discours, des pratiques, des législations, des lieux. C'est plutôt la partie cachée de l'iceberg. Il s'agit des couches sédimentaires, dira même Deleuze.
Voilà encore un élément qui pousse, qui supporte mon point de vue, qui est ces couches représentées par le numéro 3 dans le diagramme sont d'une part les annonçables et d'une autre de visibilité. Les zones stratégiques mais non stratifiées sont, pour avancer dans l'image des veines qui n'est pas incompatible au schéma de Deleuze, les parties de l'iceberg qui, en étant en contact avec l'eau, sont sur les points de deux gelées. C'est là que la microphysique du pouvoir se localise. Passons au diagramme. Ce qui est représenté au numéro 2, ce sont la classe des micro-luttes. Ce que Foucault appelle la microphysique du pouvoir. Il s'agit aussi des forces. Les strates et les jambes pliées forment le lien dans la subjectivation. On parle du processus de subjectivation et du pli et non pas des sujets, parce que le sujet se transforme selon ses forces extérieures et intérieures à la fois, comme un bateau dans la mer houleuse ou comme une rose qui étant liée à la terre pourrait s'envoler dans la tempête. Je parle de la tempête, j'emploie ce langage poétique, parce que je pense que ces mots expliquent bien le fonctionnement du diagramme tel que Deleuze la présente. Le diagramme, dit Deleuze, est issu du dehors, mais le dehors ne se confond avec aucun diagramme nécessitant d'en tirer de nouveau. C'est ainsi que le dehors est toujours ouverture dans un avenir avec lequel rien n'est fini, puisque rien n'a commencé, mais tout se métamorphose. Autrement dit, le diagramme, c'est aussi une citation de Deleuze, double l'histoire avec un devenir. La tempête pourrait nous conduire aussi à celle qui emporte l'ange de l'histoire chez Benjamin. Et je cite Benjamin. Une tempête s'est levée venant du paradis. Elle a gonflé les ailes déployées de l'ange. Et il n'arrive plus à les replier. Cette tempête l'emporte vers l'avenir auquel l'ange ne cesse de tourner le dos, tandis que le décobre en face de lui monte au ciel. Voilà la citation de Benjamin où l'on trouve le même langage poétique. Cette esquisse iconologique resterait dans le vague si l'on évoquait un exemple. J'ai choisi celui de l'histoire de la sexualité. Le diagramme de l'histoire de la sexualité contient des strates, des zones stratégiques, des plis et des lignes d'idéaux. Tout d'abord, Foucault ne reprend pas l'argument de la répression sexuelle, mais il s'y oppose, montrant bien à quel point son histoire dépasse tous les points de vue traditionnels sur la sexualité humaine. La sexualité chez Foucault est plutôt de l'ordre de la production qui est de la répression. Dans ce sens, il dissèque les strates des scientia sexualis, un ensemble de pratiques médicales de législation et de mœurs qui, en fin de compte, traitent la vie comme un enjeu politique majeur. On y trouve ainsi, dans les genres stratégiques mais non stratifiés, au niveau de la micropolitique du pouvoir, des micro-luttes qui non seulement revendiquent la vie, mais qui poussent aussi la vie jusqu'aux limites du dehors, jusqu'à l'utopie. Je cite Michel Foucault, c'est un passage qui vient de la volonté de savoir. Ce qui est revendiqué est certes objectif, c'est la vie, entendu comme besoin fondamentaux, essence concrète de l'homme,
accomplissement de ces virtualités, plénitude du possible. Peu importe s'il s'agit ou non d'utopie, on a là un processus très réel de lutte. La vie comme objet politique a été en quelque sorte prise en mot et retournée contre le système qui entreprenait de la contrôler. En ce qui concerne les plis, la subjectivation, cela s'entend. Le pli est instruit par les vents qui soufflent sur la ligne du dehors. Il ne tient pas une place centrale, il circule en se transformant. Mais le processus de transformation ne sert pas de passe-partout. La discontinuité n'est pas du tout un a priori. Foucault propose, suivant Braudel, une multiplicité de durées. Le fait que l'histoire de la sexualité s'étende de l'Antiquité grecque jusqu'au XIXe siècle et démontre justement que dans cette durée multiple, la subjectivation a toujours été captée dans la sexualité. Donc, il y a quelque chose qui reste depuis ce qui était cassé, ce qui était brisé, excusez-moi. Cela renvoie quelque chose que Deleuze a souligné. Deleuze a montré que la subjectivation est un processus qui est dès le début lié à la sexualité. Et selon lui, c'est la raison pour laquelle Foucault, pour approcher la sexualité, entre dans un temps qui n'est pas assez précis. Il entre dans, disons, la longue durée chez Braudel. Je dis cela parce que, comme on sait bien, l'histoire de la sexualité traite de l'Antiquité grecque pour qu'elle puisse approcher au troisième volume l'époque contemporaine. Il y a donc une transformation historique qui se joue dans la longue durée. Il faut dire que l'histoire de la sexualité était prise par Foucault dans un plan plus long. Foucault a pensé sur les hermaphrodites, mais aussi sur l'époque du christianisme. Mais ces volumes n'ont pas vu les jours. Deleuze, dans son article Désir et plaisir, se demande si les zones non stratifiées, dans lesquelles s'inscrivent les micro-luttes, peuvent se décrire comme rapport de force. Comme le diagramme n'est qu'un diagramme de pouvoir, Deleuze conteste en l'occurrence le primat du pouvoir sur le désir. Au lieu des zones stratégiques, il propose les machines. On parle de Foucault et de Deleuze, mais cela ne signifie pas que Foucault et Deleuze disent la même chose. Il y a des différences, il y a de grandes différences. Je me réfère seulement à une petite ou grande différence. Deleuze pense que les forces résistantes, c'est-à-dire les lignes de fuite d'un diagramme donné, ne sont pas subordonnées au pouvoir, mais qu'elles se dirigent vers tel ou tel point selon un élément primordial, moléculaire,
le désir. La production des désirs chez Deleuze tisse les liens entre les différentes strates et se projette vers l'avenir. Le désir est ainsi conçu comme un flux qui coule sans cesse, qui ne peut pas être complet parce qu'il est productif. Le désir chez Deleuze, il faut le souligner, n'a rien à voir avec le désir lacanien qui présuppose un trou, un manque ou un manque à être. Par exemple, Deleuze lui-même se réfère à l'amour courtois pour saisir le désir comme un mouvement infini, tandis que chez Foucault, l'accent est toujours mis sur le plaisir, qui est le point de satisfaction du désir. D'ailleurs, les approches foucaldiennes de ça en témoignent. Deleuze et Guattari, dans Qu'est-ce que la philosophie, montrent que l'enseignement de désir implique deux mouvements différents, la reterritorialisation et la déterritorialisation. Le concept de terre, avec T majuscule, n'est que le cosmos déterritorialisé. Et le territoire est la terre reterritorialisée. Ces mouvements consistent en va-et-vient entre un concept et son double. Pour aller vite, on dirait, suivant la terminologie foucaldienne, que la reterritorialisation se situe dans les strates, numéro 3 du diagramme, tandis que la déterritorialisation se libère vers la ligne du dehors. Mais encore une fois, chez Deleuze, on s'oriente dans la pensée sous la constellation du désir. Donc on peut saisir les choses ainsi. Chez Foucault, à ma connaissance, on ne trouve pas une analyse profonde du concept d'utopie. Il n'y a pas un concept d'utopie chez Foucault. Au contraire, il fait une référence à l'utopie quand il parle de pratiques de subjectivation. C'est son dernier séminaire, Les technologies des choix, où Foucault pense que l'utopie va plutôt avec les biopouvoirs. Elle annonce le biopouvoir, elle annonce les systèmes du biopouvoir et entre dans l'anatomopolitique du corps. Ce que je voulais dire, c'est que le concept d'utopie ne se trouve pas chez Foucault, mais ces concepts de dehors, la ligne du dehors, qui est une influence de Blanchot et d'autres, à mon avis, pourrait être mise en relation avec l'utopie. En ce qui concerne Deleuze, les choses se différencient un peu. Bien que la couleur soit déjà annoncée, j'aimerais finalement focaliser mon propos sur deux formules deleuziennes qui clarifient la relation entre l'histoire et l'utopie et dévoilent quel point de convergence entre les diagrammes foucaldiens et la machine deleuzienne. Première citation. Le mot d'utopie désigne donc cette conjonction de la philosophie ou du concept avec le milieu présent. Philosophie politique. Peut-être toutefois l'utopie n'est-elle pas le meilleur mot en raison du sens mutilé que l'opinion lui a donné. Et seconde citation,
l'utopie n'est pas un bon concept parce que même quand elle s'oppose à l'histoire, avec H majuscule, elle s'y réfère encore. Elle s'y inscrit comme un idéal, comme une motivation. Mais le devenir, le concept même, il naît dans l'histoire et il retombe, mais n'en est pas. Il n'a pas en lui-même de début ni de fin, mais seulement un milieu. Aussi est-il plus géographique qu'historique. On a vu la dernière fois avec Nathalie cette différence entre la géographie et l'histoire. À propos des Châtelet, on voit que Deleuze dénonce les mots d'utopie parce qu'il est mutilé dans les sens communs. Mais plus profondément, il dénonce d'une part toute utopie transcendantale comme le néolibéralisme et il rejette d'autre part toute forme d'utopie qui, au lieu de s'ouvrir vers l'avenir, s'inscrit dans l'histoire. C'est le cas d'une utopie réterritorialisée, voire démentie dans l'histoire, comme le communisme. Il y a de même une philosophie qui est tant étatique, c'est réterritorialisme. Au contraire, la philosophie qui se déterritorialise trace le devenir sous la plume utopique de l'impensé. Le milieu dont il est question, c'est le plan d'immanence, c'est la vie même. Qu'est-ce que l'immanence? Une vie. C'est une citation de Deleuze. On peut saisir la vie en tant que souffle, force vitale, qui émerge du chaos, force du dehors ou de l'avenir, agitant le diagramme ou l'œuf, puisque c'est sous la forme d'œuf que Deleuze-Guattari dessine les différences d'intensité qui se jouent dans l'enjancement du désir dans les dédales de la subjectivation. Parce qu'il n'est pas très visible. Oui. On voit l'image de Deleuze-Guattari. C'est l'avion de 1000 plateaux et plus précisément d'un chapitre intitulé « Les corps sans organes » qui est une autre formule pour rendre clair cette multiplicité du désir et le fonctionnement machinique qui, à mon avis, peut se lire avec le diagramme de Foucault sous les signes des forces principales qui dont une certaine forme qui change à chaque instant au diagramme. Donc, pour en finir, je voudrais dire encore quelques mots, si j'ai la permission. Moi, je pense que l'utopie peut se localiser ici, dans cette zone, qui est la zone ligne du dehors. Et en ce qui concerne Deleuze, je pense que l'utopie chez Deleuze est remplacée par le mot devenir. Donc, des mots pour remplacer un mot mutilé, le dehors et le devenir. Comment ce diagramme fonctionne? Eh bien, il fonctionne
sous la force de la vie, qui est quelque chose qui vient du dehors. On trouve aussi donc le concept de vie, qui est une force qui vient du dehors et transforme à chaque instant le diagramme. Selon Deleuze, la vie est un concept inorganique. C'est un concept assez obscur qui donne sa place au corps sans organe. Ce que l'on nomme utopie est une tendance persistante à refuser une certaine structure subjective, pour en finir avec une phrase de René Scherer. Si je n'ai point évoqué cette fois-ci la pensée de René Scherer devant René Scherer, c'est pour ne pas le territorialiser, ou bien je n'ai pas pu repousser une certaine structure subjective. Je vous remercie. Merci. Bravo. Applaudissons, je te remercie et je te félicite pour l'intérêt de cette exposition qui précisément est intéressante, d'autant plus qu'elle aborde le sujet par la bande, le traverse, elle l'aborde par des aspects, par des escarpements extrêmement difficiles, puisqu'elle l'aborde par le biais paradoxal de gens pour lesquels l'utopie n'est pas la préoccupation fondamentale, alors que tu aurais pu l'aborder par exemple par celui d'Ernst Bloch pour lequel l'utopie est au centre, ou d'autres auteurs pour lesquels l'utopie précisément fait partie intégrante de leur conceptualisation, comme les membres de l'école de Francfort. Là tu l'as pris par l'intermédiaire de deux auteurs qui, on pourrait presque dire intentionnellement, non pas l'ont repoussé parce que ce serait pas vrai, tout au moins ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs, mais tout au moins ils n'ont pas fait leur préoccupation fondamentale parce que c'est d'une manière annexe, on s'en rend bien compte, bien qu'importante, que Deleuze fait entrer l'utopie dans ses considérations dans Qu'est-ce que la philosophie jusqu'à Foucault. Donc c'est bien une révolution et une découverte dans l'histoire de choses nouvelles. Quand Foucault définit le panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique, etc., tantôt il le détermine abstraitement comme c'est ça qu'il appelle machine abstraite, que Deleuze appelle machine abstraite. C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de confrontation entre des concepts différents mais concordants de Foucault et de Deleuze. C'est à la page 41 dans le chapitre qui s'appelle « Un nouveau cartographe ». Le chapitre précédent s'appelait « Un nouvel archiviste », donc c'était bien une façon nouvelle de concevoir justement le document archive et une nouvelle façon de cartographier dans le langage deleuzien l'histoire, c'est-à-dire de faire que ça se transforme dans la définition et la détermination de régions. Tantôt il le détermine abstraitement comme une machine qui non seulement s'applique à une matière visible, caserne, école, c'est pas le texte de Deleuze. 43. Tu l'as pas. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ah ben si je lis ce texte, justement, on peut bien voir ce que dit. In extenso alors. C'est page 43. Où il le met, ce diagramme? Dans son... C'est à la fin. Le diagramme, non, il n'y est pas. Non, c'est à la fin. Les diagrammes se trouvent à la fin. Mais toi, tu as mis le Foucault par essai, par 43, donc c'est pas une bonne page. Oui, c'est ça, attendez. Toute chose qui était... Ah si, c'est ça, tu mets ça. Toute chose qui était... Ah, il aurait fallu voir ça. Un autre diagramme. Il reprend cette idée de diagramme
D'ailleurs, cette idée de diagramme ne vient pas de là. Elle avait été prise dans 1000 plateaux, où on voit également diagramme. Et c'est mis en rapport également cette idée de diagramme avec l'idée de machine abstraite. C'est très complexe chez Guattari, cette idée de vous, je ne veux pas regarder là-dedans. Si vous voulez, Mais non, le diagramme, c'est ça, n'est plus l'archive. Ah ben justement, c'est là qu'il faudrait une leçon pour expliquer chaque mot quasiment. Parce que c'est quelque chose qui renvoie à l'ensemble de la conception de... Ah, voilà, il y a quelque chose qui est plus clair parce que tout le monde a plus ou moins présent cela à l'esprit, parce qu'il prend, c'est dans son Foucault, il prend un exemple relatif à l'histoire de la folie, mais une autre à surveiller et punir, en prenant en particulier chez Foucault cette grande image, appelons-la comme ça dans le vague, faute d'autres terminologies, du panoptisme, c'est-à-dire qui est emprunté au panoptique de Bentham, et qui est de la mise en surveillance du fait que tout est visible dans une société grande idée d'ailleurs, puisqu'on peut dire qu'elle n'a cessé de commander toutes les sociétés modernes jusqu'à nous, et qu'elle n'a fait que s'amplifier, puisque l'idée d'une visibilité intégrale de tout individu à tout moment de sa journée et partout où il est, c'est l'idée du panoptisme, et il ne fait que qu'elle s'amplifie dans les perspectives, qu'elles soient réactionnaires ou qu'elles soient au contre-progressiste contemporaine. C'est-à-dire qu'il faut que rigoureusement tout passe sous la visibilité, donc c'est bien le panoptisme. Alors il est dit, donc c'est bien quelque chose là qui appartient dans l'ensemble, comment l'appellera-t-on ça, de l'histoire, soit dispositif, soit agencement, on peut utiliser l'un et l'autre mot. Le mot agencement est deleuzien et gattarien, le mot dispositif est foucaldien. Donc on peut utiliser l'un et l'autre, ça se renvoie, c'est ça. Donc il y a dans l'histoire, et ce qui rend la lecture de l'histoire différente, évidemment, de ce qu'elle peut être, et permet de découvrir des choses qu'on peut ne pas avoir découvertes comme l'histoire de la folie, par exemple, ou l'histoire de la punition et de la surveillance, qui n'a jamais fait appel à des historiens, ni de nature Michelet, ni de nature Rank, ni quoi que ce soit. Oui, c'est la transformation des époques qui forment l'histoire. Alors c'est ça veut dire que, mais là il faudrait être plus explicite, parce que personne n'a Rank présent à l'esprit, ni ce que tu as dit un petit peu plus haut. Qui veut dire qu'il y a une division de l'histoire par époque, mais que par exemple, on la trouve chez Rank qui divise l'histoire par des époques. Des époques comprennent quoi? Je veux dire, époque, on veut dire l'époque, par exemple, dans Ancien Régime, temps moderne, Antiquité, c'est ça? Oui, les époques sont des grands réservoirs sont les grands réservoirs du passé. Ah bon? Oui, c'est où l'on sépare l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. C'est ça. Donc, le diagramme, comme l'iceberg, se transforme à chaque instant. Et Deleuze dit qu'il n'est pas sujet de l'histoire. C'est lui qui est tout ça, Deleuze.